Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir et bienvenue à cette autre édition de En 60 minutes. Ce soir, Céline Lebel reçoit un journaliste qui a laissé ses traces, je dirais même sa plume, dans plusieurs publications électroniques et écrites, soit au Québec ou en France. Notre invité ce soir est Jérôme Blanchet-Gravel. Il vient nous jaser comme ça de laïcité, de loi 21, de charte et d'indépendance. Tout ça emballé avec une sauce à la Jérôme Blanchet-Gravel. Voici Céline Lebel. Bonsoir, Monsieur Jérôme Blanchet-Gravel. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler ce soir d'un sujet que vous connaissez beaucoup, n'est-ce pas? C'est le sujet, c'est la laïcité. Alors, nous commençons. On se lance. Comment trouvez-vous là, la contestation et comment trouvez-vous le projet de loi 21 qui a été déposé le 26 par M. Jolin Barrette de la CAQ? Oui, ben moi je trouve que c'est un projet d'abord légitime. Je pense que c'est un projet modéré, équilibré, très modéré, parce que quand on regarde ce que proposait le Parti québécois en 2014, la Charte des valeurs québécoises ou la Charte de la laïcité, donc ce projet-là prévoyait d'interdire le port de signes religieux pour tous les employés de l'État. Donc là, avec le projet de loi de la CAQ, le projet de loi 21, on propose seulement d'interdire le port de signes religieux pour les personnes en position d'autorité, donc policiers, juges, enseignants et gardiens de prison. Donc, par rapport à la proposition du PQ, on est quand même dans la modération. Ça, c'est sûr. C'était aussi, le projet correspond essentiellement aux recommandations du rapport Bouchard-Taylor, sauf qu'on étend l'interdiction aux enseignants, ce qui, pour certains, fait une grande différence. Pour moi, ça ne change pas vraiment l'essence du projet, mais pour certains, paraît-il que c'est une marque de radicalisation, en tout cas. Bref, oui, je trouve que c'est un projet modéré, légitime, qui non seulement protège l'identité québécoise, mais qui, parce que l'identité québécoise est une identité plutôt laïque, mais en plus, nous protège aussi de l'extrémisme religieux, qu'il soit islamiste, sikh ou catholique, dans une certaine mesure. Là. Bon, évidemment, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de mouvement catholique extrémiste, mais c'est un projet qui, quand même, s'adresse à tout le monde. Et non, je trouve que c'est un projet équilibré, légitime, et les contestations, je trouve ça nettement exagéré parce que J'ai vu quelques réactions des membres du parti, de la CAQ. Mme Guilbeault qui a dû se récuser en disant que la police s'occuperait de faire... oui. Et puis là, il y a eu le premier ministre aussi qui a dit, qui a parlé du bâillon. Bon, c'est peut-être parce qu'il faut dire quelque chose, je ne sais pas, mais... ils ont gagné d'avance à cause de la cohésion nationale de la population québécoise qui est très, très en faveur de ce projet de loi-là, n'est-ce pas? Oui, bien, c'est 70% quand même des Québécois qui seraient en faveur de ce projet de loi-là. Déjà, à l'époque de la charte du Parti québécois, la charte des valeurs, c'était à peu près 59% des Québécois qui l'appuyaient. Donc, c'est vraiment un consensus fort. Et donc, les appels à la désobéissance civile ou enfin quand on dit qu'il faudrait ne pas respecter la loi finalement parce que ce serait une loi illégitime,
eh bien, tant qu'à moi, ça, c'est le genre de proposition qui va carrément à l'encontre de la volonté démocratique. Le gouvernement Legault est un gouvernement majoritaire, nettement majoritaire. Les Québécois, ça fait longtemps qu'il y a un consensus sur la question. Et on dit que ça compte pas, finalement, que l'opinion de la majorité ne compte pas. C'est ça ce qu'on nous dit. Mais là, il faut quand même savoir si on vit en démocratie ou si on ne vit pas en démocratie. Et donc, il y a quelque chose d'assez inquiétant, finalement, dans ce rejet, de ce déni de la démocratie québécoise. Donc, ça, pour moi, ça me paraît inquiétant. Puis non, le projet de loi, je le répète, est modéré. Et je pense que c'est ça aussi. Plus on attend, on a beaucoup attendu avant de légiférer sur cette question-là, trop attendu. Ça fait 12 ans que le débat dure. Pour régler quelque chose, parce que le multiculturalisme, ça fait longtemps qu'on baigne dedans et on s'aperçoit qu'il n'a rien réglé. Au contraire, peut-être que c'est même une politique qui jette de l'huile sur le feu parce que c'est une politique de division sociale, finalement, entre communautés. On n'est pas dans le vivre ensemble, mais plutôt dans quelque chose comme un vivre séparé. On est dans la ghettoisation. Donc, le multiculturalisme n'a rien réglé. Les politiques comme la laïcité peuvent conforter la majorité, atténuer certaines craintes par rapport à l'identité québécoise, mais par rapport aussi à la montée de l'extrémisme religieux aussi en général. Oui, c'est dans la dernière entrevue que vous nous avez accordée, vous disiez exactement ça à propos du multiculturalisme, qu'il divisait. Alors que plusieurs personnes qui ont contesté le projet de loi disaient qu'il divisait. Alors, c'est ça, ils se trompent, là. Ben moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on confond la cause et le problème depuis des années. Et je rappelle quand même aux auditeurs que le multiculturalisme, pour moi, c'est pas la diversité. Moi, je suis en faveur de la diversité culturelle. La diversité, c'est une réalité sociale qui peut nous apporter, qui peut nous enrichir à divers degrés, là. Moi, j'aime la diversité. Ceci dit, le multiculturalisme, c'est un modèle de société qui tend à survaloriser finalement la diversité, à en faire vraiment finalement quelque chose de sacré, et juste à tel point où on en vient à diviser la population entre communautés, voire entre tribus. Il y a quelque chose de tribal dans le multiculturalisme, une espèce d'éloge, et un éloge, une mythification même des religions, des identités étrangères. On les embellit, on les présente comme des modèles de ressourcement et finalement les communautés culturelles sont devenues sacrées et le multiculturalisme, qui est un modèle de société, une idéologie et non le simple fait de la diversité, nous divise parce qu'il maintient artificiellement les communautés séparées. Il maintient les communautés, il les maintient artificiellement séparées. Donc, ça prend la forme c'est une forme d'ingénierie sociale. Donc, il y a quelque chose d'artificiel dans le multiculturalisme et de néfaste parce qu'il survalorise finalement les différences. Et dans une société, il faut aussi miser sur les ressemblances. On ne peut pas se limiter aux différences. La différence, c'est bien, on la respecte, mais le multiculturalisme met en péril la cohésion et l'unité des sociétés occidentales. Donc, la diversité, c'est bien, mais il faut quand même continuer à croire que l'unité, c'est important parce que sinon, c'est la ghettoisation qui nous attend, là. Une forme de ségrégation, finalement, une forme de ségrégation douce. Ouais. Le multiculturalisme. Et la laïcité, c'est un modèle qui répare un peu les dommages causés par cette politique de division, finalement. Oui, d'ailleurs, pourriez-vous nous en donner une espèce de définition? Parce que elle est mal comprise et depuis qu'on se parle, que vous donnez des entrevues avec nous, on le répète. Et c'est encore la même chose présentement.
la laïcité, on ne la comprend pas bien. Surtout les gens qui sont dans la rue dans le moment, là, s'imaginent, ils prennent les religions pour des races et se croient. C'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est la laïcité? Mais d'abord, c'est effectivement, ça c'est important, puis je cesse de me le répéter. Ça fait des années, j'essaie de faire comprendre ça aux gens, évidemment. C'est difficile là, dans le débat que c'est des nuances importantes à faire, mais qui sont difficiles à intégrer. Donc oui, l'islam n'est pas une race, c'est une religion. Et c'est vrai pour le christianisme aussi, et c'est vrai pour d'autres religions. Dans le cas du judaïsme, par contre, race et religion vont plus ensemble, mais ça, c'est un cas particulier. Donc, mais oui, la laïcité est mal comprise d'abord parce qu'on l'a dit discriminatoire, et on l'a dit raciste, alors qu'elle se préoccupe de religion et non de race, la laïcité. Donc ça, il faut le mentionner encore jusqu'à temps que les gens comprennent. Et elle est mal comprise aussi parce que la laïcité a été appliquée dans plusieurs pays arabes. Vous savez, même en Turquie avec Mustafa Kemal Atatürk, la Tunisie a appliqué la laïcité à divers degrés. Et il y a plusieurs pays arabes qui s'inspirent du moins d'une certaine forme de laïcité française. Et par exemple, en Algérie, vous ne verrez pas de policières voilées, là, ou même en Tunisie. Donc ça, c'est surprenant. Nous, on dit qu'ici, là, les policières qui voudraient porter le voile en fonction seraient discriminées. Mais oui, mais dans les pays arabes, elles sont très, très rares, les policières, à porter le voile. Donc là, on se dit, ces gens-là qui se disent ouverts sur le monde, peut-être que ce serait bien qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe dans le monde avant de nous faire des leçons, parce que ça fait pas très ouvert sur le monde. Là, ça fait plus ouvert sur le plateau Mont-Royal. Donc, oui. Mais sinon, la laïcité, c'est le Canada anglais aussi. On voit que le débat fait réapparaître la fracture entre le Canada anglais et le Québec. Ça, c'est évident. Les Canadiens anglais qui, eux, ont inventé un peu le multiculturalisme et qui disent s'intéresser à toutes les cultures, respecter toutes les cultures, mais qui ont de la misère à respecter la culture québécoise et de la comprendre et de comprendre ce qu'est la laïcité. Donc, ils disent s'intéresser aux cultures, mais ne s'intéressent pas à la culture française. La laïcité, c'est un modèle politique universel qui est né avec la République française ou un peu après. Et ça n'a absolument rien de raciste, parce que d'abord, ça visait surtout les catholiques à l'époque, la laïcité. Donc, on ne peut pas dire que c'est xénophobe. Les conservateurs français étaient opposés à la laïcité, là, les conservateurs français. Donc, elle est mal comprise à divers degrés. Dans l'histoire, on ne comprend pas qu'elle est appliquée dans des pays arabes, on ne comprend pas qu'elle ne vise pas des races, mais des religions, qu'il s'applique à toutes les religions, malgré tout. C'est sûr que, bon, les catholiques sont moins visibles dans l'espace public, mais c'est pas nécessaire. Mais il y a encore des catholiques, quand même, qui vont porter la soutane et des crucifix très ostentatoires, et ça les vise aussi. Évidemment, il y a quelque chose d'un peu catho-laïque dans ce que nous propose la CAQ, dans le sens où on sait que le christianisme ne pose pas vraiment problème à nos sociétés. Donc là, à la limite, je comprends un peu le point de vue de nos adversaires qui vont dire que ça ne vise pas le christianisme. C'est vrai que ça ne vise pas vraiment le christianisme, mais s'il fallait que les chrétiens veulent s'exprimer davantage de manière ostentatoire, ils ne pourraient pas le faire non plus, là. Donc, on ne pourrait pas être gardien de prison avec un gros crucifix. Ou juge ou quoi que ce soit. Donc, la laïcité, que voulez-vous? Il faut faire plus de pédagogie. On nous parle de laïcité ouverte, ce qui est un concept qui ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que les intellectuels nous parlent de laïcité ouverte, mais la laïcité ouverte, finalement, c'est quoi? C'est l'absence de laïcité. Donc, on joue beaucoup sur les mots et on essaie de nous faire passer toutes sortes de choses, mais il faut rester vigilant, puis... mais il faut maintenir notre point qui est celui que la laïcité n'est pas raciste parce qu'elle ne l'est pas. Et elle fait la différence entre les races et les religions. Les musulmans, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les races, comme des chrétiens. Il y en a des chrétiens noirs, des chrétiens blancs, il y a des chrétiens arabes. Hein? Oui. Donc, c'est des rappels très importants, mais on a de la misère à faire comprendre ça aux gens, malheureusement. Les gens ont droit à leur point de vue, mais... On peut penser qu'on peut être contre la laïcité, vous savez. Moi, j'accepte toutes les opinions, sauf extrémistes. Ceci dit, dire que la laïcité, c'est raciste, ça, c'est malhonnête. On peut être contre la laïcité, dire que ça sert à rien, mais dire que c'est raciste, par contre, là, moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Oui, et surtout, traiter de raciste la population
et sur le territoire où est-ce que ça se produit dans le moment, là. Nous, on n'est pas racistes, et ça aussi, on l'a répété des milliers de fois, un peu partout, des écrivains. Vous l'avez fait souvent. Vous étiez absolument certain que le Québec, les Québécois n'étaient pas racistes. Alors, quoi faire avec ça? Quoi répondre à des gens qui utilisent ce vocable xénophobe, raciste? Seulement parler ou les laisser faire? Mais d'abord, je pense que les Québécois ne croient pas à ces accusations-là. En fait, oui, c'est vrai. Parce que là, on parle de 70% des Québécois qui appuient le projet. Mais dans les médias, on aurait l'impression que c'est beaucoup plus polarisé. On aurait l'impression que c'est 50-50, alors que c'est pas le cas du tout. Non. Donc, moi, je pense que, dans les médias, ces accusations-là ont encore un certain impact. Dans la population, les gens se sont lassés de ça. Les Québécois se sentent pas racistes. Les Québécois ne réfléchissent pas en termes de race depuis très longtemps, là. Ça n'a rien à voir comme ce qu'on trouvait aux États-Unis ou en Afrique du Sud ou à la limite même en France, sans dire que la France n'est pas raciste du tout, là, mais il n'y a pas vraiment de courant d'extrême droite. L'extrême droite n'est pas représentée au Québec, en fait. Mais remarquez qu'il y a des racistes au Québec, là. Il y a une poignée de racistes, je ne sais pas où, là, dans les régions comme à Montréal. C'est pas nécessairement un phénomène qui va se limiter non plus à la province, aux régions. Il ne faut pas caricaturer non plus les gens de la région. Ils sont très ouverts. Les gens des régions québécoises sont très ouverts. Et donc, oui, le racisme existe au Québec, mais à très petite dose. Et la grande majorité des Québécois ont des réticences par rapport à certaines manifestations ostentatoires de la religion. Les Québécois sont conscients de leur fragilité en tant que peuple, parce que c'est un petit peuple démographiquement. Et on est conscient qu'il faut faire attention pour ne pas être noyé dans la mondialisation. Mais non, moi, je persiste et signe sur ça. Je pense que non, les Québécois ne sont pas racistes fondamentalement. Et pour répondre à votre question, quoi répondre? Ben, il faut continuer à dire que non, la laïcité ne vise pas aucune race en particulier. Mais en même temps, je comprendrais qu'on puisse ignorer ce type d'accusation-là parce que c'est devenu tellement farfelu que s'en préoccuper à outre mesure, c'est entrer un peu dans le jeu de nos adversaires. Et donc, ça vient un peu... mais remarquez bien, ça fait 5-6 ans qu'on nous dit que les Québécois sont racistes et les Québécois continuent à appuyer la laïcité. Donc, finalement, je pense que les Québécois se foutent un peu de ces accusations-là parce que sinon, ils auraient changé d'orientation, mais ils ne le font pas. Ils sont très résolus. Et sur ce point-là... je salue leur courage. Oui. D'ailleurs, ils ont donné un mandat clair à ce gouvernement qu'on a dans le moment, là. Ils ont 75 députés, et puis la CAQ avait fait sa campagne là-dessus. Alors, voilà. C'est en bonne partie, plus vers la fin de la campagne. On est étonné d'ailleurs que la campagne ne porte pas vraiment là-dessus jusqu'à la fin. Après, on a commencé à en parler vers la fin. Mais oui, les Québécois le savaient. Même si la campagne ne portait pas sur ça, les Québécois savaient que c'était quand même... c'était dans le programme de la CAQ. Mais oui, c'est ça, on ne peut pas faire fi d'une volonté démocratique aussi forte, d'un gouvernement ultra majoritaire, là, comme il y en a eu peu dans l'histoire du Québec, et de dire que c'est illégitime, ben, c'est de dire que la démocratie québécoise est illégitime et que finalement la démocratie, c'est bon seulement quand ça fait notre affaire. Et quand ça ne fait pas notre affaire, on est antidémocratique. Et quand ça fait notre affaire, on est démocratique. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, la démocratie, vous savez. Là, et une loi, c'est faite pour être respectée. Si la CAQ, encore là, c'est une loi tellement modérée, les Québécois qui appuient encore l'interdiction totale pour tous les fonctionnaires. Il y a encore beaucoup de Québécois qui appuient cette interdiction-là, celle du PQ finalement. Et il est temps de mettre un terme en partie à ce débat-là pour passer à autre chose. Et finalement, moi, je pense que ça va atténuer beaucoup de tensions dans la société parce que les Québécois vont avoir l'impression qu'enfin, ils sont écoutés et que ce ne sont pas seulement des lobbies identitaires et religieux que le gouvernement écoute. Et ça ne peut, moi, je pense que ça ne peut que favoriser la paix sociale. Oui. D'ailleurs, vous écrivez beaucoup, vous voyagez en France aussi, vous êtes journaliste pour un Sputnik France, causeur francophone.
j'ai entendu plutôt aujourd'hui des gens qui comparaient, qui contestaient le projet de loi, qui disaient le Québec n'est pas la France. Alors, soyons différents de la France. Qu'est-ce qu'on reproche à la France? Pourtant, la France est vraiment là, peuplée de beaucoup d'immigrants et de diverses religions. Oui, pourquoi compare-t-on... c'est quelqu'un qui connaît un peu ce qui se passe en Europe et en France et qui suit les choses. Qu'est-ce qu'on a voulu comparer? Pourquoi on a voulu comparer le Québec à la France? Mais quand on dit ça d'abord, je pense qu'on veut dire que le Québec n'a pas la même tradition intellectuelle que la France. Et donc, c'est comme si on voulait dire la laïcité, c'est né en France, c'est appliqué vers la France, donc laissons-leur leur laïcité. D'accord. Peut-être qu'il y a ça, ou il y a peut-être le fait que quand on dit le Québec n'est pas la France, ben peut-être qu'on veut dire le Québec n'a pas encore autant d'immigrés que la France. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça aussi. Pour le premier volet, justement, quand on dit le Québec n'est pas la France, ben non, le Québec, justement, dans sa tradition intellectuelle, est à cheval entre l'Angleterre et la France. Donc, la position du rapport Taylor, qui est le projet de la CAQ, le projet de loi 21, c'est exactement à cheval entre la tradition politique britannique et la tradition politique française. Donc, une laïcité partielle qui n'est pas totale. Donc, on peut pas, quand on dit le Québec n'est pas la France, non, c'est le Québec, mais justement, la position de la CAQ, c'est exactement au milieu là, des deux héritages. Donc, c'est parfaitement équilibré sur ce point de vue-là. Donc, je pense que l'objection ne tient pas. Puis après, ben, pour le nombre d'immigrés en France, évidemment, la France a des problèmes quand même avec l'immigration massive. Là, il ne faut pas s'en cacher. Disons des problèmes d'intégration. Là. Et ça, c'est assez manifeste. Il ne faut pas non plus attendre d'en être rendu à cette situation-là avant d'agir. Et effectivement, le Québec, j'espère qu'on ne connaîtra pas les problèmes que connaît la France à divers degrés, là, même sur le plan économique et tout ça. La France connaît des moments assez difficiles à divers points de vue. Donc, le Québec n'est pas la France. Non, il n'est pas la France, mais justement, sa position, la laïcité proposée par la CAQ n'est pas la laïcité française. C'est une laïcité qui serait très, très québécoise, là. Comme disait le premier ministre dans son discours, c'est une laïcité modérée, à l'image de la modération des Québécois. Et non, n'attendons pas que la situation se dégrade réellement pour agir, parce qu'il vaut mieux agir, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, absolument. Non? Absolument. Dans le multiculturalisme, non, je voulais juste une autre question avant. Catherine Fournier est arrivée cette semaine et a dit il faudrait enlever les symboles de l'Église anglicane, de la couronne britannique, mais c'est surtout les symboles de l'Église anglicane, parce que la reine est le représentant de l'Église anglicane. Alors, que pensez-vous de ça? Bien, la question se pose. Là, ça, c'est la question du crucifix à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut le retirer ou non? C'est sûr que quand on commence à enlever les symboles, on peut aller très, très loin, jusqu'à... moi, sur le crucifix... moi, je prends la laïcité. Pour le crucifix, j'étais une position... mitoyenne, là, je veux dire, je pourrais me rallier au fait de l'enlever, mais ça ne me paraissait pas être une priorité, justement à cause de tous ces problèmes-là, parce que si on commence à éradiquer les symboles, on peut tant qu'à ça, on peut démolir l'Assemblée nationale pierre par pierre, puis en reconstruire une, là, parce que juste le fait que l'opposition soit à gauche puis à droite, je veux dire, il y a toute une symbolique là, qui fait qu'on n'y échappe pas. Là, puis non, je ne suis pas pour qu'on retire en plus les symboles anglicans. C'est une surenchère de l'éradication des symboles. Ça prend c'est iconoclaste. Je veux dire, moi, je suis très francophile, puis je ne tiens pas nécessairement à ce qu'on exhibe l'héritage britannique du Québec, mais ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas effacer le passé, là, donc on ne peut pas supprimer la mémoire. Puis, comme je vous dis, si on commence à faire ça, après ça, on va démolir des statues, on va réclamer que soit démolie la statue de Maurice Duplessis parce que, bon, il aurait été un petit peu trop à droite. Puis, tu sais, on a commencé ça, le déboulonnage de statues en Amérique du Nord, c'est rendu une mode idéologique.
Mais je voudrais pas qu'on se rende là au Québec, parce que quand on commence ça, je vous dis, on peut aller très loin dans l'éradication des symboles. Et vous savez que même le drapeau du Québec, il y a une croix blanche avec des fleurs de lys, donc un symbole de la monarchie française et du catholicisme. Donc, c'est un drapeau qui est essentiellement conservateur. Donc, est-ce que quelqu'un va proposer de remplacer le drapeau du Québec après ça? Je caricature, je pense pas que ça va arriver. Mais quand on commence ce jeu-là, je vous dis, il n'y a pas de fin, là. OK. Mais est-ce que c'est pas réservé à l'Assemblée nationale au Salon Bleu? Là où Oui, c'est vrai que, le crucifix au Salon Bleu, c'est vraiment, le symbole est fort. C'est un peu fort, quand même, comme symbole. Mais ceci dit, effectivement, c'est que si on l'enlève, après ça, on est symbole anglican. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils sont plus subtils, mais ils sont pas moins importants. Non, c'est ça, exactement. Donc, ça peut aller très, très loin. Oui. Mais le débat va se poursuivre, puis je suis intéressé à y participer, mais ma position est encore pas nécessairement complètement arrêtée, là. Oui, c'est ça, exactement. Non, je voulais revenir sur le multiculturalisme, parce que dans la charte canadienne, il y a l'article 27 qui est la clause d'interprétation de la charte et qui dit que, disons que quelque chose arrive devant un tribunal fédéral, ils doivent tenir compte du fait que le Canada est un pays multiculturel. Ouais. Donc, c'est un État, c'est une doctrine d'État, d'abord, le multiculturalisme aussi. Ouais. Alors, le Québec s'est doté de sa clause d'interprétation. C'est ça aussi qui fait beaucoup réagir, parce qu'il dit maintenant, il faut interpréter en tenant compte du fait que le Québec est un État laïque. Alors, ces deux États qui se confrontent, il y a comme un rapport de force qui s'est rendu manifeste cette semaine avec ce projet de loi-là. Et moi, je trouve que c'est ça qui renforce la grogne, et puis surtout venant du Canada, ça c'est certain, mais aussi des gens qui ont été accueillis ici et qui ont reçu le passeport canadien. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qui est motivée en dessous de ça, de cette contestation-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que, comme vous le dites, le débat sur la laïcité fait vraiment réapparaître la fracture entre deux visions et deux pays, finalement. Je veux dire, c'est clair que moi, quand j'explique à mes amis mexicains ou hispanophones, je dis, écoutez, c'est parce que le Canada a un pays dentro de notre pays. Je veux dire, il y a un pays dans le pays, là, donc les gens ne comprennent pas ça, mais ça, c'est juste évident. Donc, pas évident pour eux parce qu'ils ne connaissent pas la réalité canadienne. Mais la laïcité, c'est ça. On voit que le Canada anglais ne comprend pas la laïcité, ne se force pas non plus pour la comprendre. Et c'est deux modèles d'intégration complètement différents qui s'affrontent. Le modèle multiculturaliste canadien et le modèle québécois, je ne dirais pas qu'il est 100% laïque, là, mais un modèle où on pourrait dire un modèle laïque ou à tendance laïque, certainement. Et un modèle canadien qui tend à une forme de ségrégation. Et le Québec, le modèle québécois est plus... c'est vraiment plus un vrai vivre ensemble, alors que lui, le modèle canadien, c'est plus un vivre séparé, sous couvert de vivre ensemble, mais ce n'est pas du vivre ensemble, c'est du vivre séparé. Donc, ça, pour ça, c'est intéressant. Et le pari de Legault, c'est celui-là aussi. C'est-à-dire que même si la loi est invalidée par les tribunaux, par la Cour suprême, ce qui n'arrivera pas, à ce que j'ai compris, parce que les avocats disent que ça va passer à cause de la dérogation. Mais même si Legault, son projet de loi est invalidé, il gagnerait parce que Legault redemeure un nationaliste. Il est peut-être plus souverainiste, mais il est encore nationaliste. Donc, le projet de loi, qu'il passe ou qu'il passe pas, mais il va passer, réactive le nationalisme québécois. Et en ce sens-là, pour ceux qui sont francophiles et qui tiennent à l'identité québécoise, c'est un projet très positif. Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas senti comme ça. La nation historique fait cohésion là, autour avec le véhicule de la CAQ. Oui. On a parlé, on vient juste d'aborder le Canada, le ROC et le Rest of Canada. Et on sait que, oui, il y a un fossé qui se creuse avec le dossier de la laïcité. Mais il y en a eu un
le fossé s'est déjà creusé beaucoup avec le projet, l'affaire SNC-Lavalin. J'aimerais ça que vous nous abordiez, ce dossier-là, parce que vous avez écrit là-dessus, à propos de M. Trudeau, là, et de sa mauvaise gestion. Ça devait être expliqué, ça, en France. Internationalement, je pense qu'on en a entendu parler de ça. Oui. Bon, SNC-Lavalin, ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, Trudeau, aux prochaines élections, va souffrir beaucoup de ce scandale-là. Ah bon? Qu'est-ce que ça dit sur le Québec, ça, SNC-Lavalin? Je ne sais pas exactement. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il a quand même essayé de protéger l'entreprise québécoise, Trudeau, et il en paye le prix parce qu'effectivement, dans l'Ouest canadien, on dit que Trudeau favorise seulement les intérêts québécois et non ceux les intérêts pétroliers de l'Ouest. Donc oui, vous avez raison à ce point de vue-là. Il y a encore la facture on voit la facture qu'il y a entre le Canada anglais, Canada français. Mais c'est moins important quand même que la laïcité, là. Ça fait ressurgir un peu de Québec bashing peut-être. Ceci dit, vous savez, il y a quand même des Canadiens anglais qui sont pour la laïcité au Québec. Hein, oui. Donc, il ne faut pas non plus être trop stéréotypé parce que il y a des Canadiens anglais qui appuient la laïcité et qui comprennent même les inquiétudes par rapport à la montée de certaines religions, etc. Donc, il y a des gens dans l'Ouest qui auraient envie d'avoir de la laïcité. Ça, c'est un paradoxe intéressant. Mais ça reste, quand on dit les deux solitudes, là, c'est plus que jamais vrai. Et puis, mais pauvre Trudeau, qui finalement est coincé, est assis entre deux chaises et puis qui devra composer avec un parti, son parti est complètement divisé, le Parti libéral, et parce qu'on l'a vu avec même la démission des deux ex-ministres, puis ensuite, bon, ils ont envoyé du caucus, Mme Wilson-Raybould, puis Jane Philpott. Donc Trudeau, non seulement il devra composer avec son parti qui est divisé, mais aussi avec une forme de Québec bashing et aussi avec son image de progressiste qui s'est retournée contre lui parce qu'il a promis beaucoup, par exemple, pour les femmes et pour les Amérindiens, et finalement, il n'a presque rien livré. Et là, on l'accuse aujourd'hui d'être un faux féministe en plus parce que c'est deux femmes qui l'ont confronté, deux femmes compétentes et tout ça. Donc, le pauvre Trudeau, c'est à voir. Est-ce qu'il va y avoir une résurgence du Bloc québécois aux prochaines élections fédérales? C'est pas impossible non plus si le Bloc québécois adopte un discours plus nationaliste, moins souverainiste, parce que le souverainisme a moins la cote actuellement, il faut le dire, mais le nationalisme, lui, est quand même encore très présent. La CAQ le montre. Là. Donc, ça va être intéressant à suivre là, la prochaine campagne électorale fédérale. Oui, c'est absolument intéressant, comme vous dites, parce que justement, il y a sur les trois femmes qui ont quitté dans le Parti libéral, il y en a une, la dernière, qui de race noire, et l'autre, Mme Raybould, qui est autochtone. On voit ici l'effet du multiculturalisme. Hein? Ça a rendu ces femmes-là presque plus importantes, avec presque plus de pouvoir que M. Trudeau. Et puis, le pauvre M. Trudeau, on posait la question ce matin sur CBC en anglais, là, Radio-Canada anglophone. On demandait aux gens si Trudeau était encore féministe. Ben oui. Pour montrer comment c'était fort sur sa marque. La marque Trudeau était, comme vous dites, progressiste, féministe, et j'en passe. Alors là, est-ce que sa marque a été atteinte au point où est-ce que, bon... C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est exactement ça. C'est vraiment l'image de Trudeau qui se retourne contre lui. Pour les Amérindiens, Mme Jody Wilson-Raybould est une Amérindienne. Oui. Et effectivement, le fait qu'elle soit femme et amérindienne et que Trudeau ait lui-même encouragé finalement l'émergence du féminisme au sein du gouvernement et qu'il ait promis beaucoup aux Autochtones et qu'il n'ait rien livré, et même ses adversaires, les conservateurs, se servent de ça. C'est vraiment paradoxal parce que quand on est un homme blanc et que notre discours tend à critiquer constamment les hommes blancs, on se retrouve dans une position très, très ambivalente. Là. Oui. Donc, le Trudeau, effectivement, qui nourrit finalement tous ces courants-là, et ces courants-là se retournent contre lui.
Donc, oui, c'est un effet pervers du multiculturalisme parce que, bon, les femmes, ça prend des femmes en politique, puis les Amérindiens aussi méritent des meilleures conditions de vie au Canada, là, partout au Canada. Ceci dit, il faut pas non plus sacraliser des gens ou d'en faire des icônes Oui. sacrées seulement parce que ce sont des femmes ou des Amérindiens, parce que là, on les essentialise et finalement, on les considère plus pour ce qu'elles sont vraiment comme individus, mais seulement comme membres d'une communauté ou par leur sexe. Donc, on les réduit à ça, on les réduit à leur race ou on les réduit à leur sexe. Oui. Je ne veux pas dire genre parce que c'est un anglicisme et tout ça, mais donc oui, c'est un effet pervers du multiculturalisme, mais on le voit aussi avec Jagmeet Singh. C'est comme c'est une surenchère de l'ouverture et même et jusqu'au point où le chef de l'opposition, de la deuxième opposition, a un turban et tout, est une personne de la communauté sikh. Donc, cette surenchère de l'ouverture peut vite se retourner contre nous, là. En tout cas, dans le cas de Trudeau, ça, c'est évident. Il faut dire que Trudeau est un personnage assez superficiel. Donc, quand on n'a pas beaucoup de contenu, c'est sûr que là, c'est encore plus néfaste, là. Mais c'est amusant quand même d'observer ça, mais en même temps, c'est un peu inquiétant. Parce qu'on ne peut pas seulement faire la politique en fonction de l'appartenance des individus à une communauté. Là. Il faut quand même rester tous des Québécois ou tous des Canadiens, là, parce qu'encore là, on est dans la fragmentation sociale. Oui, oui. Je vous amène sur qu'est-ce que Mme Chrystia Freeland a sorti cette semaine. Là. Ça fait 2 fois qu'elle le dit. Il y aurait de l'ingérence. Il faut être vigilant. Ça se peut qu'il y ait de l'ingérence, évidemment russe, entre guillemets, dans les élections fédérales. Alors, c'est une propagande qui a débuté là, cette semaine avec elle. Et puis, on sait qu'elle est empêchée d'entrer en Russie, ça c'est clair. On connaît aussi son passé avec son grand-père, je crois, qui a été dans une organisation nazie, etc. Mais pour apporter cet argument, alors qu'on vient de voir le rapport Mueller complètement exempter plutôt le président des États-Unis, qu'est-ce que ça nous dit de la politique canadienne étrangère? Les politiques étrangères du Canada, comment dire, c'est un échec, là, parce que Justin Trudeau a réussi à se marier avec sa ministre, depuis surtout que sa ministre est là, parce qu'avant, c'était Stéphane Dion, quoi, qui était là avant elle, hein, c'est ça. Donc, depuis qu'elle est là, le Canada s'est mis à dos presque toutes les grandes puissances du monde. Donc, la Russie, la Chine, ça va très mal avec la Chine, on le sait. Oui. Ça va mal avec l'Arabie Saoudite, très mal. Quoique ça, c'est un pays avec qui on n'a pas nécessairement intérêt à avoir des relations, là, parce qu'on connaît ce genre de régime théocratique-là, avec qui on devrait limiter nos relations. Ceci dit, la diplomatie, c'est pas de la morale. Donc, on peut pas seulement se limiter à de la morale. Donc, ça va mal avec la Chine, ça va mal avec l'Arabie Saoudite, ça va mal avec la Russie, ça va mal avec l'Inde aussi. Vous savez, vous vous rappelez du voyage catastrophique que Trudeau a fait en Inde où il s'est habillé, là, il portait toutes sortes de costumes traditionnels. Et même les Indiens sur les réseaux sociaux de l'Inde là, avaient trouvé ça complètement ridicule. Aussi, on le juge beaucoup trop près de la communauté sikh. Justin Trudeau en Inde, on sait que le séparatisme sikh du Punjab, c'est une question très, très délicate en Inde. Et on a l'impression en Inde que Justin Trudeau est très près de la communauté sikh et moins proche de la communauté indienne, finalement. Donc, Justin Trudeau qui réussit en quelques années à s'aliéner les 5 grandes puissances mondiales, même avec les États-Unis, ça va plus ou moins bien avec Trump. Mais bon, Trump a son caractère à lui. Justin Trudeau, c'est pas toujours sa faute à lui. Là. Il y a un contexte, puis le pauvre Trudeau essaie de naviguer à travers ça, mais ça peut pas seulement être sa faute là, complètement. Parce que ce sont des puissances aussi, je veux dire, avec qui ça peut être difficile de négocier. Il y a des pays qui sont fermes là, à travers tout ça. Oui. En tout cas, bref,
la ministre qui nous parle d'ingérence pour nous faire peut-être oublier les années catastrophiques, la dégringolade diplomatique du Canada. Donc, moi, je trouve ça fait sourire. Oui. Parce que son bilan est très mauvais, là. Oui, surtout qu'on a vu que l'ingérence américaine dans plusieurs élections, et seulement de reprendre ce qui vient d'être un 2 ans de complète fake news, comme on dit, et de reprendre ça pour le Canada, c'est risible. Vous ne trouvez pas? Oui, ben c'est surtout considérant le bilan. Donc, oui. C'est une manière de se dédouaner puis de se déresponsabiliser finalement de l'échec diplomatique canadien, là, qui est quand même... dans les milieux diplomatiques, apparemment, là, on est très déçus. Là. Oui, oui. C'est une manière, une triste manière de faire oublier cet échec-là. Oui, de mettre la faute sur les autres et surtout peut-être de dire écoutez, si on perd, ça sera parce qu'on aura été on se sera fait manipuler comme Hillary Clinton. Trudeau n'est pas supposé de perdre, mais ça sera peut-être le premier à perdre un deuxième mandat du Parti libéral là, au pouvoir. Là. Oui. Ouais. En considérant aussi qui il est, c'est-à-dire le fils de Pierre-Éliott Trudeau, si par les élections, c'est vraiment une défaite historique pour le Parti libéral et pour le progressisme canadien en général. Ouais. C'est catastrophique là, pour le Parti libéral parce qu'on prédisait vraiment à Trudeau un minimum de 2 mandats, c'était le minimum. Puis au Canada, on est habitué à ça, là, quand même des 2 ans. C'est assez classique. Là. Les conservateurs en ont fait 3 avant ça, au moins 3,5, 2,5. Donc, oui, si Trudeau perd, c'est un échec monumental pour le Parti libéral et pour les progressistes canadiens dans leur ensemble. D'ailleurs, pendant l'affaire SNC-Lavalin, la firme Léger a fait un sondage et puis c'est sûr que presque tous les Québécois, majorité, disent que la gestion a été très pauvre, la gestion de Trudeau là-dedans. Mais eux disaient vraiment là, que la marque de Trudeau a été affectée, mais pas la marque libérale. Puis surtout, disaient qu'il ne peut pas se permettre de perdre le Québec parce que c'est ici qu'il se fait élire. Oui, mais c'est pour ça aussi, SNC, peut-être Trudeau a essayé pour garder un électorat ici, parce que ça a probablement joué. Par contre, là, ce qui s'est passé avec la ministre Raybould et tout, toute la lumière n'a pas été faite sur l'histoire. Là, elle non plus, je pense pas qu'elle soit blanche comme neige. Là, Justin Trudeau, au Parlement, outrepassé ses pouvoirs. Je pense qu'il est allé un peu trop loin dans ça, parce que le pouvoir judiciaire, il faut faire attention. Là, l'ingérence, c'est très délicat, tout ça. Et je pense qu'il a manqué de prudence. Justin Trudeau. Ceci dit, il y a une lutte à l'interne du PLC, comme je disais tantôt. C'est évident que le parti est divisé et qu'il y a des gens peut-être même qui aspirent à remplacer Trudeau là, dès la prochaine élection parce que peut-être qu'ils sentent qu'ils vont perdre, que le Parti libéral va perdre. Donc, il y a des luttes de pouvoir à l'intérieur du Parti libéral. Là, Trudeau essaie de remettre un peu de discipline. On ne sait pas s'il va vraiment réussir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un leader assez fragile, Justin Trudeau, très fragile, qui n'a pas du tout les mêmes qualités que son père. Là. C'est vraiment 2 mondes. Là. Donc, il répète un peu ce que son père... il essaye de répéter ce que son père faisait, mais ça ne fonctionne pas, parce que Pierre Trudeau était beaucoup plus fort, puis intellectuellement beaucoup plus lucide. Oui. Donc, le pauvre Trudeau, que voulez-vous... c'est difficile pour lui. Oui, c'est très, très difficile, là, parce que, dans le fond, il y a un accord de poursuite suspendu, c'est le terme français. C'est légal. Ça pourrait être... SNC-Lavalin pourrait avoir un accord de poursuite suspendu et ne pas aller au criminel en procès comme le souhaite, en tout cas, l'a souhaité Mme Raybould et les poursuites, la Madame aux poursuites là, au Canada.
pourquoi on ne l'accorde pas à SNC-Lavalin? On peut se poser la question, est-ce que c'est parce que c'est un actif stratégique du Québec? Vous savez, ça aussi, ça reste dans l'air, on ne sait pas, là. Et Trudeau, d'un côté, comme vous dites, il est pris. Il faut qu'il protège ça, sinon, c'est ces élections aussi qui s'en vont. Et peut-être même autre chose, là, on ne sait pas. Alors, oui, comme vous dites, là, Trudeau, le pauvre Trudeau. En terminant, sur quoi travaillez-vous dans le moment? Est-ce que vous avez fait la face cachée du multiculturalisme? Et ça s'est bien passé avec ce livre-là? Oui. J'ai publié ça en février 2018, donc ça fait un peu plus d'1 an. Oui. Donc, ça continue à rouler. On a fait un peu de promotion, quand même pas mal. Puis là, sur quoi je travaille, ben là, je me concentre surtout, je vous dirais, sur mes activités de journalisme. Mais il y aura probablement d'autres livres à venir, là. Peut-être pas tout de suite, là, mais j'écris beaucoup, vous savez, là, donc que ce soit sur Causeur, comme journaliste à Sputnik France et tout. Donc, j'ai encore quelque chose à dire, je pense, là. Enfin, en termes... je continue à réfléchir, puis... Mais c'est ça, je me concentre quand même davantage sur mon travail de journaliste cette année, du moins, là. Puis je reviens aussi d'un séjour de 2 mois à Mexico où j'ai pu faire quelques articles sur la politique mexicaine et un reportage pour le magazine Le Verbe sur le catholicisme mexicain, la revue québécoise Le Verbe. Donc, je me promène un petit peu. J'aime beaucoup le Mexique et puis c'est un pays que j'apprends à connaître et juste d'y retourner aussi prochainement à Mexico, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une grande ville, hein, vous savez. Oui, j'imagine. Très, très peuplée. Est-ce que c'est comme on pense aussi ou est-ce que beaucoup de drogue, beaucoup de morts, Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas partout? J'invite les gens à lire mes articles écrits sur Causeur sur le Mexique. Oui. Il y en a qui s'appelle Le pays des morts, quelque chose, le pays des fantômes et des morts. Oui, le Mexique est un pays où les narcotrafiquants ont beaucoup de pouvoir et puis où ils battent des records d'homicides chaque année. On parle d'à peu près 30 000 meurtres par année là, au Mexique, donc c'est quand même assez préoccupant. Et oui, il y a de la violence quand même au Mexique, ça fait aucun doute. J'espère pour les Mexicains que la situation va s'améliorer avec le nouveau président Andrés Manuel López Obrador, mais c'est à voir. Je pense que c'est très, très compliqué. Et je suis loin d'être un spécialiste du Mexique. Là. C'est un pays que j'apprends à connaître, comme je vous dis. Ouais. Mais il y a quand même un certain espoir avec le nouveau président, qu'on dit un peu incorruptible, là, comparativement au précédent. Précédent au pluriel. Mais oui, quand on regarde les nouvelles et qu'on lit la presse mexicaine, vous savez, c'est pas rassurant. Là. Non. Et puis les salaires sont encore très bas et le niveau de vie, là, les gens en arrachent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui veulent sortir. Est-ce qu'il y a toute une controverse là aussi avec la frontière américaine? Oui, c'est ça. Oui, ça c'est intéressant. Mais ce qui était intéressant d'observer aussi, c'est que les Mexicains, eux aussi sont... Je veux dire, il y avait les Mexicains qui voulaient émigrer aux États-Unis, mais maintenant c'est des Honduriens puis des Vénézuéliens, beaucoup qui passent au Mexique, qui traversent le Mexique. Et il y a eu même ce qu'on pourrait appeler un courant xénophobe au Mexique contre les migrants honduriens et vénézuéliens. Donc, on se demande, parce qu'ils poussaient à la frontière sud du Mexique. Là, donc, on se dit, c'est paradoxal de voir que même des Mexicains pouvaient devenir racistes, entre guillemets. Donc, ils se plaignent de la politique de Trump, mais il y a quand même des Mexicains qui veulent protéger aussi leurs frontières au sud. Donc, le phénomène migratoire, ça épargne personne. On ne peut pas seulement accuser les grandes puissances, parce que même dans des pays comme les pays arabes, après ça, c'est des pays africains qui poussent en dessous et tout le monde pousse vers le haut. Là. Donc, on pourrait se retrouver avec des murs, finalement, dans des pays du Sud. Là. Donc, avant de crier au racisme, il faut comprendre comment réellement ce qu'est le phénomène migratoire, là, parce que c'est pas simple. Là. Oui, puis le Mexique, en plus, c'est comme une terre de passage. Oui. C'est à peu près juste ça. Là. On s'installe là pour quelque temps, mais le temps de passer, quoi.
Oui, non, il y a de moins en moins de migrants, en fait, mexicains à la frontière américaine. C'est vraiment en grande partie des Vénézuéliens, des Honduriens, surtout Honduriens, Vénézuéliens et Salvadoriens, c'est ça. Oui, Salvadoriens. Donc, oui. Oui, je l'écoute. Toute l'Amérique latine, en fait, est dans une autre dynamique là, dans le moment. Là. J'aurais voulu aborder avec vous le Venezuela, mais ce sera pour une autre fois. Ouais. Vous devez écrire là-dessus prochainement. Vous avez déjà écrit d'ailleurs un article là-dessus. Là. Oui, je trouve que ça manque l'information ici au Nord, là, en Amérique du Nord. Ce qu'on entend, c'est il faut aller chercher en Europe presque pour avoir des renseignements. C'est ça. Une information qui se tient, là, pas une information biaisée. Là. C'est ça. Oui, non, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup et puis on va vous réinviter parce que c'est toujours très, très intéressant de vous entendre et on vous souhaite une bonne chance et de bonne continuation. Bien, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne soirée, bye. Bye-bye. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.